Dans les heures qui ont suivi le début des frappes israélo-américaines, c'est la riposte iranienne qui a surpris. Des tirs tous azimuts vers Israël, ça évidemment, c'était prévu, mais aussi vers les bases américaines, vers les consulats, vers les ambassades, faisant même 6 morts parmi les militaires américains. Mais on dirait que le vent est en train de tourner. La riposte iranienne, après donc avoir été assez vigoureuse, faiblit très rapidement, comme s'ils étaient à court de munitions, à la fois pour attaquer leurs adversaires et pour intercepter les missiles qui s'abattent sur eux. Et leurs adversaires paraissent donc désormais agir dans un ciel dégagé. L'Iran a-t-il déjà perdu la guerre après 6 jours de confrontation? C'est toute la question. Et pour toutes les réponses, je vous présente le général Olivier de Bavinchov. Bonsoir, vous êtes ancien chef de corps du 1er régiment de hussards parachutistes. Manaz Shirali, bonsoir madame. Vous êtes d'origine iranienne, vous vivez en France depuis une trentaine d'années et vous êtes sociologue et politologue spécialiste de l'Iran. Bertrand Besancenot, bonsoir monsieur, vous êtes diplomate. Vous avez été ambassadeur de France au Qatar puis en Arabie Saoudite, de sorte que vous connaissez parfaitement bien la région et le théâtre des opérations. Enfin, Richard Verly, mon camarade et collègue, éditorialiste international à France Info Télé. Bonsoir à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. Sous un déluge de bombes donc en Iran, le régime est-il en voie d'affaiblissement, voire en voie de reddition, au bord de la rupture? Les États-Unis se félicitent assez bruyamment de l'essoufflement de la République islamique. Les explications de Stéphanie Pérez. Dernière cible des frappes israéliennes ce matin, le stade Azadi de Téhéran, le plus grand d'Iran, partiellement détruit. Également touché, un commissariat de police. De jour comme de nuit, le rouleau compresseur ne s'arrête pas. La population s'habitue à vivre au rythme des explosions. Et dans leur point quotidien, les Israéliens maintiennent la pression. L'objectif de l'opération est d'infliger des dommages considérables au régime terroriste iranien jusqu'à neutraliser la menace qu'il représente. Combien de temps la République islamique, pilonnée, pourra-t-elle tenir? Les Américains et les Israéliens affirment avoir abattu 300 lanceurs de missiles depuis samedi. Et ils notent que les tirs tactiques iraniens ont diminué de 86% depuis le début de la guerre. Même constat pour les attaques de drones, moins 73%, toujours selon la coalition. Difficile d'estimer l'état réel des stocks iraniens, ni la capacité actuelle de production. De l'avis des experts, il y a un autre aspect à ne pas négliger, le moral des dirigeants de la théocratie iranienne, prêts à tout pour la survie de la République islamique. Après les images avec Stéphanie Pérez, les explications de Mathilde Moreau. Bonsoir Mathilde, que sait-on précisément de l'état des armements et des munitions côté iranien ? Alors côté iranien, ce que l'on sait notamment du côté de sa flotte maritime, eh bien, on l'apprend à travers l'ISW, c'est l'Institut de l'étude de la guerre, un institut américain non partisan. Eh bien, il y aurait eu déjà 20 navires touchés, 20 navires iraniens touchés. Rappelez-vous, c'était hier ces images fournies donc par l'armée américaine, un navire au large des côtes sri-lankaises qui a été touché. Aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qu'il en reste de cette flotte maritime? Eh bien, notamment la marine de l'armée régulière iranienne. Il reste 4 frégates, une corvette ou encore des dizaines de vedettes rapides. Et puis la seconde marine, c'est la marine des gardiens de la Révolution. Là, il reste 4 corvettes, mais également des dizaines de vedettes rapides. Ce que l'on sait moins, en revanche, en tout cas, ça reste plus flou, c'est du côté des munitions. Car il n'y a pas, la tête, les dirigeants iraniens ne disent pas clairement ce qu'ils ont en munitions. Ce que l'on sait avant tout, c'est qu'avant la guerre des 12 jours, donc avant le mois de juin, il y avait environ, selon les experts, environ 2000 missiles balistiques à courte portée, mais également entre 600 et 1300 missiles de portée intermédiaire. Pendant cette guerre de 12 jours, les Iraniens auraient eu dû tirer 550 missiles, mais également leurs drones, les fameux drones iraniens Shahed, 1000 drones utilisés. À l'issue de cette guerre, selon les experts, encore une fois, eh bien, il y aurait eu encore en stock 1000 drones. Donc après ce mois de juin, des munitions, donc, on l'a dit, qui ont besoin de lanceurs. Et ça, ces lanceurs, ils ont été attaqués ces derniers jours. En tout cas, c'est l'armée israélienne qui l'indique. 300 lanceurs de missiles balistiques iraniens auraient été détruits entre samedi et mardi. Qu'en est-il du côté israélien et américain ?
Eh bien, du côté israélien et américain, là, c'est beaucoup plus difficile, encore plus, d'avoir des données. Ce sont des données classifiées. En revanche, ce que l'on peut dire, eh bien, c'est qu'il y a de nombreuses craintes qui sont formulées déjà dans les médias, notamment du côté des États-Unis, notamment autour de ces missiles. Les missiles intercepteurs, ils sont envoyés par salve pour intercepter des missiles. Ici, on a l'exemple d'un missile donc américain THAAD, mais il existe également les missiles Patriot ou encore les missiles américains. Les standards missiles 3. Alors ces critiques, on les voit ici. Déjà, fin 2025, un chercheur le disait, les stocks et les taux de production actuels sont insuffisant. Et puis hier, dans les colonnes du Washington Post, là, on a un sénateur démocrate qui dit si l'on additionne la quantité de munitions qui sont affectées dans les 7 conflits militaires dans lesquels le président a engagé l'Amérique, nos stocks sont faibles. Mais même au sein de l'administration Trump, il y a des critiques. Dans ce même article, un responsable américain sous couvert d'anonymat dit une campagne prolongée contre l'Iran ne laisserait pas suffisamment de munitions pour faire face à d'autres menaces, notamment dans le Pacifique face à la Chine. Alors, de son côté, qu'est-ce que répond Donald Trump? Pour lui, il ne faut pas s'inquiéter. Regardez sur son réseau social mardi ce qu'il indiquait. Les États-Unis sont approvisionnés et prêts à gagner en grand. C'est passionnant. Merci beaucoup, Mathilde. C'est vrai que cette insuffisance de munitions côté américain, on ne l'avait pas vraiment vu venir. Parlons d'abord de l'Iran. Mon général, est-ce que l'idée selon laquelle l'Iran serait déjà à court de munitions vous paraît crédible ? Je crois qu'il faut distinguer un tout petit peu les choses en ce qui concerne... Distinguer les choses en ce qui concerne les forces et les capacités iraniennes. Vous avez d'une part tout ce qui concerne les lanceurs à longue portée et les munitions qui vont avec. Donc on parle de missiles balistiques. Parce que je vous interromps, il faut préciser qu'un missile, il faut le missile et il faut l'élément qui permet de le lancer. Bien sûr. Et pour que ça soit efficace, il faut les deux. Ah oui, sans lanceur, le missile est intéressant, mais intéressant dans un musée pour le visiter. Voilà. C'est intéressant à titre muséal. Donc il faut absolument le lanceur. Et donc, pour ce qui concerne les Iraniens, on voit bien que dans les lignes d'opération qui ont été définies très précisément, à la fois par les Israéliens et par les Américains, le premier axe d'effort, si je vais essayer de m'exprimer très simplement sur un domaine qui est extraordinairement complexe, le premier axe d'effort était la destruction, l'élimination de cette menace. Il me semble qu'on y est parvenu. Il me semble que les Israéliens et les Américains y sont parvenus. Que cette menace ils ont détruit les lanceurs. Que cette menace n'existe plus. En tous les cas, si elle existe encore, elle existe à l'état résiduel. Il faut bien comprendre que dès qu'un lanceur lance un missile, évidemment, vous avez le déclenchement d'un panache de fumée, une signature. Donc on peut le localiser. Extrêmement importante. Il me semble que les Américains comme les Israéliens disposent de capacités instantanées d'attaquer la position du lanceur, ce qui explique les chiffres que votre journaliste a tout à l'heure évoqués, de ce nombre de lanceurs très importants qui ont été détruits dans un espace de temps très court. Nous sommes à J+6 et on parle de centaines, 300 ou 400 lanceurs qui ont été détruits, ce qui veut dire que très probablement les Iraniens aujourd'hui sont à court de lanceurs. Il leur reste peut-être un ou deux ou trois. Donc ce que vous dites est capital. Ça veut dire que, selon vous, aujourd'hui, les Iraniens ne sont plus capables ou très peu capables de lancer des missiles. Il faut toujours être prudent. Bien sûr. Il faut toujours être prudent, mais je pense qu'il ne reste qu'une capacité extrêmement résiduelle. Extrêmement résiduelle. C'est-à-dire quasiment rien. Parce que c'est fondamental. Dans les lignes d'opération et les objectifs stratégiques de cette coalition américano-israélienne, évidemment, le premier objectif consistait à prendre possession du ciel iranien. Et c'est fait. C'est fait. C'est clair. Fait. Si ça ne l'est pas aujourd'hui, ça sera fait à J+7, c'est-à-dire demain. Et à partir du moment où vous avez la possession du ciel iranien, vous pouvez y déployer de façon permanente, des moyens qui ne seront plus pris à partie puisqu'il n'y a plus rien pour les abattre. Donc vous êtes à ciel ouvert, comme on dit. Que depuis le début de la guerre, pas un avion américain n'a été abattu, sauf par erreur au Koweït, comme chacun l'a vu, mais pas du tout par la défense antiaérienne iranienne. Et donc vous êtes à ciel ouvert, et à partir du moment où vous êtes à ciel ouvert, vous déployez des plateformes permanentes, qu'elles soient de drones, qu'elles soient habitées ou inhabitées, pour cibler
tous les objectifs des autres lignes d'opération. Bien, merci, c'était passionnant. On reparlera du stock iranien dans un instant, mais les nécessités du direct obligent. On va d'abord aller à Washington pour parler de ce qui a été relativement nouveau et révélé ce matin, qui est que les Américains... Alors, il y a une bagarre de récits, puisque Donald Trump dit « Nous avons un stock absolument infini ». Enfin, c'est Pete Hegseth qui a dit ça. « Nous avons un stock infini ». Mais la presse américaine, comme nous l'a dit Mathilde à l'instant, dit que ça ne serait pas aussi infini que ça. Franck Genozo, notre correspondant à Washington, est avec nous dans le froid avec une très belle écharpe. Bonsoir Franck. Que dit... Voilà, donc dans ce contexte assez triomphaliste, la presse fait état d'une possible pénurie. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Alors d'abord, il y a une information importante, mais qu'il faut peut-être rappeler, c'est que ce sont des informations qui sont classées secret défense par le Pentagone. C'est donc très difficile de s'y retrouver, y compris quand on est journaliste. Difficile d'avoir accès à des documents avec les stocks précis du type d'armes. On en parlait à l'instant sur votre plateau. Ça dépend des types de missiles. Et donc ça, c'est évidemment la première difficulté. La deuxième difficulté, vous l'avez dit aussi, c'est de s'y retrouver dans les discours contradictoires proposés par l'exécutif américain. Donald Trump qui, par exemple, a estimé hier que l'Amérique avait, je cite, de quoi faire la guerre éternellement, un stock de munitions quasi illimité, après s'être plaint la veille d'un manque de munitions sur un certain nombre de types de missiles, en accusant au passage son prédécesseur Joe Biden d'avoir donné trop de missiles de précision à l'Ukraine. La seule certitude, c'est que les Américains, à l'heure actuelle, utilisent plus de missiles, et notamment des missiles intercepteurs qu'ils ne peuvent en produire. Ce n'est pas encore problématique, mais si les capacités de tir de l'Iran ne sont pas anéanties rapidement, ça pourrait le devenir. Et la pénurie porterait bien évidemment un coup majeur aux ambitions de l'Amérique dans ce conflit. La presse américaine, depuis quelques jours, se fait l'écho d'un certain nombre de questionnements au sein de l'administration, et on sait notamment que le chef d'état-major, Dan Kane, avait mis en garde Donald Trump dans les semaines qui ont précédé le déclenchement de l'opération sur ce point précis, en disant qu'une pénurie, si la guerre devait s'installer, pourrait guetter. Alors y a-t-il déjà urgence ou pas? Ce que l'on sait, c'est qu'il y a une réunion au sommet qui est programmée pour demain à la Maison-Blanche entre Donald Trump d'un côté et les patrons des grandes entreprises d'armement ici aux États-Unis. Donald Trump qui pourrait demander à ses patrons d'accélérer la cadence de production d'un certain nombre d'armements et notamment de missiles. Merci infiniment, Franck. En gros, il demande à son pays de rentrer en économie de guerre, comme ce qu'on a entendu pour l'Ukraine. Continuons sur les États-Unis, puisqu'on y est. Ça vous surprend, cette offensive de la presse américaine, disant qu'il pourrait y avoir un problème de munitions à Washington? Je pense que la presse américaine pose toutes les questions. Dans une intervention pareille, on s'interroge sur tous les aspects de l'opération. Est-ce qu'elle est possible? Est-ce qu'elle va marcher? Est-ce qu'il y a l'approvisionnement? Par ailleurs, je rappelle qu'il y a des oppositions politiques féroces C'était à un peu ma question, en fait. Et à cette guerre. Donc, bien évidemment, tous ceux qui sont opposés à cette guerre soulèvent des questions problématiques, mais il me semble que les États-Unis ont tout à fait la capacité d'approvisionner suffisamment en missiles cette flotte. D'ailleurs, je ne pense pas que les responsables des deux groupes aéronavals, c'est-à-dire celui de l'Abraham Lincoln et celui du Gerald Ford, soient partis avec, je dirais, un stock de munitions insuffisant. Et par ailleurs, les stocks américains sont importants. Donc la question me paraît plus rhétorique que réelle, d'autant que si le général a raison, c'est-à-dire si la capacité iranienne à lancer des missiles diminue, eh bien les contre-missiles, il en faudra moins et il y en aura moins besoin. Donc je pense que ça fait partie non pas de la polémique. C'est un raisonnement qui se défend. Voilà, ça fait partie. C'est pas une polémique. Il est logique que la presse américaine s'interroge sur tous les aspects. Oui, mais... On sait que Donald Trump des fois donne des ordres de manière un peu intempestive, mais là en l'occurrence cette opération, elle était quand même très préparée. Je rappelle qu'il y a eu la guerre des 12 jours en juin 2025, il y a donc eu un test grandeur nature du nombre de missiles nécessaires. Je vous ai posé la question de façon un peu euphémisée parce que j'ai entendu aujourd'hui que c'était aussi une opération de la presse démocrate qui manquait, parce que autant sur le récit de la guerre, il y a des soucis au Pentagone et à la Maison-Blanche, autant sur l'opérationnel, ça se passe très bien, et que la presse démocrate, manquant d'atouts pour combattre
Trump avait un peu lancé ce dossier. Ça vous paraît crédible, général ? Ça me paraît tout à fait naturel aux États-Unis. C'est un pays que je tenais bien. J'ai dû avoir 100 000 Américains sous mes ordres, donc je les tenais assez bien. Et c'est le genre de polémique qui peut d'ailleurs prendre de l'ampleur, mais qui, à mon avis, n'a pas de réalité. Parce qu'au-delà des stocks qui existent sur les flottes opérationnelles qui ont été déployées, vous avez également des stocks très importants sur les différentes d'opérations, que ce soit en Corée du Sud, que ce soit en Europe, qui ont été mises en place par les Américains. Et les Américains, le commandement américain, CENTCOM en l'occurrence, qui a la responsabilité de cette opération, pourrait très bien faire appel à ces stocks en diminuant pour une durée limitée l'état des stocks en Europe ou en Corée du Sud. Je vais poser une question vulgaire concernant le coût de la guerre, parce que ce déluge de feu qui s'abat sur l'Iran, j'imagine que ça coûte un pognon de dingue, comme dit quelqu'un qu'on connaît bien ici. Est-ce qu'à un moment, ça peut être une limite pour Donald Trump, ou franchement, c'est whatever it cost ? Je ne pense pas que le coût de cette guerre soit une limite pour Donald Trump. Donald Trump, il raisonne en investisseur. Combien cette guerre va lui rapporter ? Donc, il pourra toujours dire à ceux qui lui contesteraient les chiffres en disant « ça coûte trop cher », mais voilà ce que ça rapportera une fois que l'Iran sera libre en termes de contrats pour l'économie américaine, etc. Donc, je ne pense pas... D'ailleurs, on ne voit pas beaucoup cette question poindre aux États-Unis, et je rappelle, et vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour le savoir, puisque vous avez été sur des théâtres où les Américains étaient impliqués, que les guerres très coûteuses, c'est une spécialité américaine. Ils font des guerres qui sont très très coûteuses. On a vu en Irak, on a vu en Afghanistan, et la polémique, elle a porté bien plus tard sur le coup, mais sur le moment, personne n'a contesté ce qui sortait, je dirais, ce que dépensaient les différentes forces américaines. Bertrand Besancenot, vous avez été longtemps ambassadeur sur zone. Vous confirmez l'argent pour quand les Américains mènent la guerre, c'est pas tellement leur souci ? Écoutez, les militaires sont mieux placés que moi pour y répondre, mais ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, le sentiment qu'on a, c'est que cette opération a été préparée de très longue date, qu'effectivement, donc, les choses ont été prévues à l'avance. Et l'élément essentiel, c'est qu'effectivement, les Américains ont visé en premier lieu, et c'est tout à fait logique, les capacités de réponse iranienne. Et qu'aujourd'hui, si effectivement le flux des frappes iraniennes a beaucoup diminué, c'est sans doute précisément parce que les frappes ont atteint leur objectif, et qu'aujourd'hui, donc, le problème n'est pas le premier problème. Je pense que le problème du président Trump sera plutôt de savoir si effectivement, sur le plan politique, chez lui, il arrive à convaincre, et on a vu que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Et deuxièmement, il y a un pari qui est fait sur un soulèvement de la population iranienne, qui est un deuxième pari, et sur lequel, effectivement, d'autres sont mieux placés que moi pour y répondre. Mais en tout cas, il y a un point d'interrogation, étant donné la capacité résiduelle, certainement, mais en tout cas... des centaines de milliers de gardiens de la Révolution et de Bassidji qui tiennent absolument à garder le pouvoir et l'argent qui va avec, et qui probablement se battront jusqu'au dernier. Voilà. Je voudrais qu'on écoute, parce que tout à l'heure, donc, Général, vous disiez que le stock... que la capacité des Iraniens de tirer des missiles était, sinon anéantie, du moins totalement amoindrie. Ça résonne avec ce que disait ce matin l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, qui témoigne du fait que, en tout cas sur Israël, qui est vraiment la cible privilégiée théoriquement des Iraniens, eh bien, il n'y a quasiment plus de missiles qui sont envoyés depuis l'Iran. Dans la première journée de la guerre, les Iraniens ont tiré 350 missiles. Aujourd'hui, dans la nuit, ils ont tiré 3 ou 4 missiles. Ils choisissent de tirer beaucoup moins. La raison, peut-être qu'ils ont beaucoup moins de munitions, ou bien qu'ils pensent au futur, mais le fait est qu'on ne parle pas d'une journée de centaines de missiles qui sont tirés sur le territoire israélien, missiles, les drones, etc. C'est impressionnant, hein, l'ambassadeur qui est peu suspect de clémence excessive envers la riposte iranienne, qui dit qu'on est passé de 300 missiles à 3 missiles. J'imagine que vous avez des contacts dans votre pays. Est-ce que c'est aussi le sentiment qu'on a en Iran que les capacités de frappe sont totalement réduites ? Alors, selon les experts militaires iraniens qui s'expriment sur les ondes, ils disaient que l'Iran possédait à peu près 600 lanceurs. 200 d'entre eux ont été
éliminés pendant la guerre de 12 jours et 300 maintenant. Donc, il leur reste encore 100 lanceurs de missiles. Ils préfèrent de les préserver un petit peu pour plus tard. Donc, ils ne sont pas en manque de missiles, mais... Ils sont en manque de lanceurs. De leurs lanceurs. Mais en revanche, leurs forces navales ont été complètement éliminés. Oui, ça on a vu les chiffres tout à l'heure, c'est vraiment... Les centres de répression civile ont été complètement démantelés et élimination des dirigeants continue. Donc, ce sont les points extrêmement importants qui font affaiblir la République islamique. Et donc, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, la supériorité absolue est pour l'armée israélienne et l'armée américaine. Et les avions qui volent à très basse altitude sur le ciel iranien parce qu'il n'y a pas de défense aérienne. Et donc, vous voyez que la guerre a déjà... donner sa couleur, on sait quand même de quel côté elle est en train de pencher. La conclusion, c'est la question qu'on se pose après tout ça, c'est quelle conclusion peut-on tirer de cet affaiblissement considérable des Iraniens sur la durée de la guerre? On en parlera après les titres de 17h30, Elliot Samuel. Et à la une, la barre des 100 morts qui a été franchie au Liban selon les autorités locales, alors que l'armée israélienne a lancé un appel à évacuer la banlieue sud de Beyrouth. De nombreux habitants fuient en ce moment dans la panique avec la crainte d'intenses bombardements. Le ministre israélien des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich, a menacé la banlieue sud de Beyrouth de la même dévastation qu'à Gaza. Des nouvelles en Iran de Cécile Kohler et Jacques Paris. Les deux ressortissants français sont toujours dans l'ambassade de France à Téhéran, en sécurité selon le Quai d'Orsay. La France continue d'exiger leur retour. Les sirènes d'alerte ont de nouveau retenti aujourd'hui en Israël. 2 explosions ont été entendues à Jérusalem. Les gardiens de la Révolution qui ont aussi annoncé avoir ciblé l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. La riposte iranienne qui se poursuit partout dans la région. Téhéran a annoncé une attaque de drone contre des cibles américaines à Erbil en Irak, mais aussi au Koweït. Au large du Koweït, un pétrolier américain a été touché selon les gardiens de la Révolution. Explosion entendue également tout à l'heure à Abu Dhabi. Ces chiffres donnés par l'agence maritime de l'ONU, 20 000 marins, mais aussi 15 000 passagers sont actuellement bloqués dans le Golfe. Le détroit d'Ormuz, le Golfe et le Golfe d'Oman ont été classés comme zone d'opération de guerre par le secteur maritime. Et puis, face à l'inquiétude d'une hausse des prix à la pompe, les distributeurs de carburant ont été reçus à Bercy dans la matinée. Le ministre de l'économie, Roland Lescure, qui leur a confirmé qu'il y aurait bien des contrôles pour éviter toute hausse importante des prix de l'essence. Voilà pour ce point sur l'actualité à 17h30. Merci beaucoup. On continue la discussion sur ce plateau. On se pose la question de savoir si l'Iran a déjà perdu la guerre. En d'autres termes, combien de temps va-t-elle encore durer? Alors, il faut toujours écouter un petit peu Donald Trump dans une émission comme ça. Et là, je vous propose ce commentaire empreint d'une grande humilité du président américain. Nous nous débrouillons très bien sur le front de la guerre, et le mot est faible. Quelqu'un m'a demandé, sur une échelle jusqu'à 10, vous notez ça combien? J'ai répondu, à peu près 15. Voilà une grande modestie. Ça, c'était la note générale. Et pour ce qui concerne spécifiquement le côté stock de munitions, voilà ce qu'il a dit. Le stock de munitions, on va voir le texte. Le stock de munitions des États-Unis n'ont jamais été aussi élevé ni aussi bon, tant au niveau moyen qu'au niveau moyen supérieur. Comme on me le dit aujourd'hui, nous disposons d'un approvisionnement pratiquement illimité de ces armes. Alors, bon, je vous avais dit que les critiques de la presse américaine étaient certainement un petit peu exagérées. Son commentaire l'est peut-être aussi un peu. De tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, quelle conclusion peut-on tirer sur la durée de la guerre? Est-ce que cette guerre, dont on a dit qu'elle durait quelques jours, puis quelques semaines, mais paradoxalement, Donald Trump a parlé de 100 jours, ce qui fait 15 semaines hier, vous prévoyez que ça peut durer encore quelques jours ou quelques semaines? Vous me posez cette question d'être prédictif? Oui. Je vais répondre en 2 temps, si vous m'autorisez. Oui, allez-y. La première, c'est concernant la logistique. L'armée américaine, c'est la meilleure armée du monde. Et lorsqu'il parle de stock de munitions et d'organisation de la logistique, c'est tout à fait exceptionnel. C'est d'une puissance absolument incomparable. Aucune autre armée au monde, je le dis en étant français, ne peut se comparer à l'armée américaine en termes de ratio, en termes de puissance, en termes d'organisation, en termes de méthode.
elle a d'autres défauts, l'armée américaine. Mais dans ce domaine-là, à mon avis, c'est difficile de contester sa suprématie mondiale. Sur la durée de la guerre... Pardon, avant que vous parliez de la durée de la guerre, est-ce que c'est une erreur d'ajouter que, de surcroît, la coopération avec l'armée et le partage des tâches avec l'armée israélienne a l'air d'être extrêmement bien planifié et de très bien fonctionner. Donc c'est deux armées assez efficaces qui, là, se complètent de façon cohérente. Je suis en tant qu'expert extrêmement impressionné par le déroulement des opérations depuis le début. Et effectivement, on aurait pu imaginer que dès que vous avez deux alliés principaux qui mènent la guerre, c'est beaucoup plus compliqué que de mener la guerre tout seul, bien évidemment. Et là, on voit un niveau d'intégration et de coordination qui est tout à fait exceptionnel et qui montre une compréhension du théâtre iranien et probablement libanais, qui est une compréhension extrêmement partagée entre ces deux systèmes de combat qui sont extraordinairement efficaces. Sur la durée de la guerre, j'entends ce qui se dit et il est très difficile de se prononcer. Mais puisque vous me posez la question, je vous dirais qu'elle va être très courte. Je ne vois pas du tout une guerre qui se développe sur des semaines et des semaines. Je pense que nous sommes à J+6 et j'aurais tendance à penser que maintenant les lignes d'opération sont dès à présent en train d'évoluer. C'est-à-dire que les systèmes qui étaient pris à partie les premiers jours ne le sont plus. Et je vois au contraire un démantèlement systématique avec une très grande intelligence de situation sur le terrain. L'armée iranienne est peu prise à partie, hormis certaines unités de lanceurs particulières, peu prises à partie. Et en revanche, les systèmes de commandement, les organisations, tout le système régional des passes d'Aran et des Bassidji, pour simplifier, donc de cette police politique qui ressemble à une armée, d'ailleurs, du fait des équipements dont elle est dotée, sont pris à partie avec une très, très grande puissance de façon à les désorganiser et à leur interdire toute réaction coordonnée. Je dirais, de mon point de vue, et comme ça je peux me tromper complètement, c'est pour moi une question de jours. Absolument. Absolument. C'est absolument ce que les experts militaires iraniens disaient. Ils étaient très étonnés de cette désarroi qui s'est installé dans les troupes iraniennes et ils disaient qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils savaient que la conception des dirigeants de la République islamique de la guerre est une conception du XXe siècle. C'est-à-dire, ils pensaient que les Américains et les Israéliens, ils vont avoir des soldats sur le terrain et ils vont prendre en otage les soldats. Et donc, ils avaient un schéma très traditionnel de la guerre dans leur tête, alors que la guerre, aujourd'hui, on est en XXIe siècle, c'est l'intelligence artificielle et tous ces appareils ultra sophistiqués que les Iraniens n'avaient aucune idée de leur fonctionnement. Et ce qui fait que leur échec est beaucoup plus rapide qu'ils n'attendaient. Bien, tout ce que vous dites est évidemment passionnant. Richard, je voudrais qu'on aborde un autre angle, parce qu'en plus de cette immense supériorité aérienne avec ce déluge de feu, il y a ce qu'on dit aujourd'hui, à savoir que les Américains pourraient être aidés par les Kurdes. Oui, effectivement, parce que la question qui va se poser quand le général dit que c'est peut-être une question de jours, on parle de la guerre qui est menée actuellement, c'est-à-dire de la guerre aérienne avec toutes ses facettes, destruction des forces iraniennes, mais aussi destruction des structures de commandement des gardiens de la Révolution et aussi des structures de commandement sécuritaires. Parce que rappelons une chose, Donald Trump a appelé la population à se soulever et il compte toujours, sans aucun doute, sur un soulèvement de la population pour renverser ce régime. Alors, l'élément nouveau, c'est que maintenant, on le voit à travers la presse américaine, de plus en plus d'informations sur des contacts entre les Américains et les Kurdes iraniens qui sont basés en Irak, différents groupes. Je Alors, vais pas entrer dans les là, vous voyez la carte, voilà. Qui sont en gros au nord, c'est un immense territoire. Voilà. Et il y a des Kurdes dans 4 pays du monde, mais le Kurdistan iranien, voilà, c'est très grand. Alors, il faut savoir que les Kurdes en Iran, je parle sous votre contrôle, madame, représentent à peu près 10% de la population. On dit qu'en général, il y a 10 millions de citoyens iraniens qui sont d'origine kurde. Je rappelle aussi que la jeune femme qui a entraîné cette révolution Femme, Vie, Liberté, Mahsa Amini, était une jeune femme kurde et qui avait été, vous le rappelez, arrêtée puis qui est morte en détention. Alors, il y a ces groupes qui sont ici au nord, on le voit bien, dont un certain nombre sont basés en Irak, qui sont déjà armés, mais armés d'armes légères. Les reporters qui
qui sont présents. Dorothée Olieri, qui est pour France Info en ce moment, elle a pu le voir. Ils s'entraînent, mais avec des armes qui ne sont pas de nature à leur permettre de prendre le pouvoir. Donc, par contre, ce qui est clair en ce moment, c'est qu'il y a des émissaires américains sur place, dans le nord de l'Irak, ça a été confirmé. Il y a des Américains qui essayent d'organiser ce qui sans doute pourrait ressembler à une offensive terrestre de ces groupes kurdes, qui pourrait être le coup de boutoir qui, à un moment donné, en plus d'un soulèvement populaire, ferait tomber le régime. Alors après, ça pose deux questions qu'on a vues notamment en Irak. C'est est-ce que ces groupes kurdes ne vont pas voir contre eux d'autres groupes ethniques parce que le risque, c'est une déflagration ethnique et donc une forme de chaos ou de guerre civile en Iran, ce qui serait une très mauvaise nouvelle pour Donald Trump et il n'en veut pas. La deuxième chose, c'est qu'on ne fait pas ou on ne prend pas le pouvoir avec seulement des fusils mitrailleurs. Il faut des moyens lourds. Pour l'instant, les journalistes qui sont sur place, il y en a pas mal à Erbil notamment, ne voient pas ces moyens lourds. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. On a bien compris que les Marines ne pouvaient pas débarquer en Iran, mais ça pourrait, ce que vous dites, c'est que les États-Unis pourraient s'adjoindre l'aide de forces. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà des conseillers, sans doute militaires américains, dans cette région, dans le nord de l'Irak. Est-ce qu'ils franchiront la frontière avec ces groupes kurdes ? Je rappelle que Donald Trump a quand même laissé entendre que si c'était indispensable, une présence sur le terrain n'est pas complètement exclue. Forces spéciales, CIA, on a vu ça sur d'autres théâtres, notamment en Afghanistan, lorsque les groupes du Nord étaient venus à l'assaut de Kaboul. Manaj Shirali, deux questions. Est-ce que ce scénario vous paraît crédible, d'une aide ou d'une intervention de Kurdes armés pour faire tomber le régime ? Deuxième question, comment les Iraniens l'accepteraient-ils ? Parce que moi, j'entends qu'effectivement, ils sont opposés au régime, mais qu'ils sont quand même très nationalistes et que cette intervention de Kurdes qui sont iraniens, mais enfin qui font partie de la nation kurde, pourraient être diversement appréciés de la population iranienne. Alors les Kurdes, les Turcs, les Baloutches, les Lors en Iran, on est tous d'abord iraniens. Après, on est autre chose. Personnellement, je ne suis pas perse, je fais partie des Lors, mais je me considère d'abord iranien. Les Kurdes, pareil. En plus, il y a un tel brassage ethnique en Iran. Pardonnez-moi, c'est pas évident parce qu'un Kurde turc, à mon avis, se considère. C'est pas la même chose. Se considère kurde avant de se considérer turc. Vous êtes d'accord avec moi ? Je suis tout à fait, parce que c'est pas la même chose. L'Iran et la Turquie. L'Iran est un pays avec plus de 5000 ans d'histoire. Hier, je disais 4000 ans. On m'a corrigé, on m'a montré pourquoi on peut. Donc ça vous paraît crédible ? Ça fait 5000 ans que les Iraniens vivent les uns à côté des autres, différentes familles, différentes ethnies, et ils ont toujours su garder leur cohésion nationale. C'est le seul pays de la région qui a une forte conscience nationale. Les Kurdes iraniens, ils sont d'abord iraniens, ensuite ils sont kurdes. Pardon de répéter ma question, mais ce scénario décrit par Richard, vous qui connaissez la société iranienne, est-ce que c'est crédible que des forces kurdes prennent les armes pour déstabiliser le régime ? De la même façon que les jeunes de Téhéran, de la même façon que les jeunes d'Ardébil, ils prennent le pouvoir, ils prennent les armes et ils prennent le pouvoir. Les Kurdes, pour moi, ce sont d'abord les Iraniens, et quand ils prennent le pouvoir, ce sont les Iraniens qui ont pris le pouvoir. En revanche, ceux qui ne sont pas les Iraniens, ce sont les mollahs. Ils sont des étrangers, c'est un pouvoir étranger qui a occupé ce pays. Au moment où ils partent, que ce soit les Kurdes, les Turcs, les Baloutches, les Téhéranais, c'est du pareil eux-mêmes parce qu'ils sont tous des Iraniens. Je voudrais qu'on aborde le volet diplomatique parce que si l'Iran est en train de s'effondrer et que ça dure quelques jours, comme le dit le général, et pas quelques semaines, il faut savoir ce qu'il se passe. Après, est-ce que pendant que les missiles tombent, la diplomatie discrète, voire secrète, continue, monsieur l'ambassadeur, dans ces périodes-là, est-ce que les contacts continuent entre les différents régimes ? Écoutez, on dit qu'il y a effectivement, ce n'est pas confirmé, mais qu'il y a quand même toujours des discussions entre Américains et Iraniens. Alors, ça peut se comprendre, parce que la logique de l'opération actuelle est très clairement, on l'a dit, de commencer par détruire les capacités de défense iraniennes, et ensuite de s'attaquer effectivement au centre de pouvoir des Bassidji et des gardiens de la Révolution. L'idée étant naturellement à la fois de démoraliser ces forces-là, de leur supprimer les moyens, de les désorganiser, pour qu'à ce moment-là, la population s'exprime. Et on sait que la grande majorité de la population en Iran ne rêve que d'une chose, c'est de se débarrasser de ce régime. La question qui se pose simplement,
c'est qu'effectivement, les gardiens de la révolution des Bassidji sont quand même très nombreux. Ils sont quand même quelques centaines de milliers. Ce sont des gens donc, qui doivent tout au régime islamique. Y compris leur argent. Y compris leur argent, effectivement, puisqu'ils possèdent, je crois, 60% de l'économie du pays. Merci. Et ces gens-là savent qu'ils ont tout à perdre si le régime s'écroule. Et donc, effectivement, je pense qu'un certain nombre d'entre eux peuvent être très effrayés, disparaître, fuir, etc. C'est possible. Mais je pense qu'il y aura quand même un nombre important de ces forces qui feront, alors je ne sais pas si on appelle ça de la guérilla ou autre chose, mais qu'à ce moment-là, on prend le risque d'avoir une véritable guerre civile. C'est-à-dire que ces gens-là se battront pour essayer de préserver leurs avantages. Et c'est là où l'immense majorité de la population, on l'a dit, et c'est vrai, et serait favorable à la disparition du régime. Simplement, à plusieurs occasions, ils l'ont manifesté. On a vu la dureté de la répression. Et donc, beaucoup d'entre eux ont été un peu douchés, d'autant plus que les promesses du président Trump n'ont pas été tenues. Lorsqu'il a appelé les gens à sortir dans la rue et qu'il n'y a pas eu d'aide... Ils sont retournés, il n'y avait personne. Voilà. Donc, on peut très bien comprendre qu'une partie de la population s'interroge, en tout cas... Monsieur l'ambassadeur, je vous parlais de diplomatie. Comment, je voulais savoir ce qui, à votre avis, se tramait entre non pas en Iran, mais entre les différentes chancelleries. Question plus précise, Jean-Noël Barrot a fait savoir qu'il s'était entretenu hier avec le ministre iranien des Affaires étrangères, son homologue, que vous voyez là. Comment interprétez-vous cette rencontre et le fait qu'il en ait fait la publicité ? C'est-à-dire, la diplomatie française est censée parler à tout le monde, même aux gens avec qui on ne s'entend pas. N'oubliez pas que nous avons également encore des otages sur le territoire iranien, qui sont à l'ambassade, mais qui ne sont pas... Oui, c'est pas à vous que je disais non. D'accord, oui. Et donc, si vous voulez, c'est un élément, naturellement, que les autorités françaises ont en tête. Maintenant, il y a un autre aspect, qui est un aspect plus politique, c'est le fait que toute l'idée, quand même, c'est de faire en sorte, à un moment ou un autre, qu'il y aura une autre équipe gouvernementale en Iran. Et donc, il faut préparer l'avenir, si je puis dire. Et on sait que le président Trump lui-même n'a pas du tout écarté le fait qu'il y ait des contacts avec des éléments du régime. Alors, on ne sait pas si c'est Larijani, si c'est Pézékian, enfin, j'en sais rien. Mais alors, Pézékian, le président de la République, et Larijani, son titre exact ? Oh, il est tout. Il est tout. Oui, c'est l'homme fort, c'est en ce moment. Voilà, c'est le deuxième. Disons que les Américains ont quand même retenu la leçon de ce qui s'est passé en Irak, et donc il y a une tentation de se dire il y a sans doute des éléments du régime qui, pour préserver ce qui est encore à préserver, sont prêts à discuter. D'autant plus que le programme nucléaire est arrêté, que les capacités balistiques sont quasiment détruites, et donc, a priori, ils peuvent accepter des choses qui n'étaient pas acceptables il n'y a pas longtemps. Donc, si vous voulez, il y a cet aspect-là qui est discussion, comment est-ce qu'on peut... Alors, il y a les deux options, c'est-à-dire à la fois avoir des éléments du régime qui resteront là pour éviter qu'il y ait une absence de pouvoir, entre guillemets, mais également, il y a l'option, effectivement, de la la révolte populaire, il faut appeler ça une révolution, enfin, je ne sais pas, avec, naturellement, le risque de guerre civile si les Bassidji et les gardiens de la révolution se battent jusqu'au bout. Justement, vous avez dit, ils dirigent tout, etc. On sait qui ne dirige plus l'Iran puisqu'il est mort. D'ailleurs, j'en précise pour vous dire que Donald Trump vient de déclarer qu'il doit être impliqué dans le choix du successeur de Khamenei. Donc, en fait, il veut mettre l'Iran sous tutelle, comme il a mis un peu le Venezuela sous tutelle, où forcément, il a entériné le choix de Madame Rodriguez pour diriger le Venezuela. Richard, est-ce qu'on sait un peu qui dirige l'Iran en ce moment ? Alors effectivement, on le sait, en tout cas, une annonce a été faite. C'est donc le deuxième fils de l'ayatollah Khamenei, Mojtaba, qui le remplace au titre de guide suprême, même si sa nomination est entourée de flou, puisque normalement elle aurait dû être le résultat d'une assemblée des experts de 88 personnes, qui ne s'est pas réunie, mais on dit qu'à Rome, dans la ville sainte de Rome, il y aurait bientôt une réunion en visioconférence pour valider sa nomination. En tout cas, pour le moment, l'annonce a été faite. Mais l'homme fort, vous l'avez dit, c'est sans doute Ali Larijani. Ali Larijani, tout le monde le connaît en Europe et dans la communauté internationale. Il a occupé à peu près tous les postes. Négociateur du nucléaire, il a été ministre des Affaires étrangères, il a été président du Parlement iranien. Donc il est très connu. Il a un réseau très étoffé. Écoutez, moi j'étais pas plus tard qu'hier à Genève et l'ancienne ministre suisse des Affaires étrangères me racontait les nombreuses réunions qu'elle a eues avec Larijani. Ce qui veut dire que
le type de contact qu'il a en Suisse, il l'a aux États-Unis, il l'a en Europe, il connaît tout le monde. C'est quelqu'un qui conviendrait assez bien. C'est quelqu'un qui s'était quand même... Oui, parce que c'est quelqu'un qui tient le régime, qu'il connaît par cœur. Ça ne veut pas dire que... C'est quelqu'un qui a été complice de tout. Et vous pensez que Delcy Rodriguez au Venezuela n'a pas été complice de quoi que ce soit? Il est responsable de répression, il a beaucoup de sang sur la main, il n'a aucune crédibilité. On parle de transition pour le moment. On parle de transition. Non, de transition, c'est justement, moi aussi, je parle de transition. Une transition sans légitimité n'a absolument aucun sens, parce qu'on est en face d'un peuple qui a été massacré. Si vous prenez l'un des massacreurs de ce peuple et de le remettre en place, alors ça ne marche pas. La question qui m'était posée, c'est... Vous parlez de l'acceptabilité pour le peuple iranien. Oui. Vous dites qu'il n'est pas acceptable pour le peuple iranien. Ça va être la guerre civile. Il me semble que Richard parlait de l'acceptation par Donald Trump. Voilà, la question qui m'était posée, c'était qui dirige et éventuellement avec qui Donald Trump pourrait discuter. Donc qui dirige? Incontestablement, Larijani fait partie des gens qui dirigent, mais il y a deux autres factions qu'il faut regarder. Il y a les gardiens de la Révolution, la structure de commandement qui a été décapitée parce que son dernier commandant a été tué avec l'ayatollah Khamenei, mais le général a apporté une partie de la réponse tout à l'heure quand il a noté que l'armée iranienne avait été finalement peu touchée par ces frappes. L'armée iranienne, c'est quand même une structure qui existe, qui a des moyens, y compris des moyens d'assurer la sécurité s'il le faut. Et c'est peut-être de ce côté-là que Donald Trump regarde. Elle est moins impliquée dans les massacres que ne l'ont été les gardiens de la Révolution. C'est peut-être ça. Après, la personnalité de Larijani, elle est très controversée, mais là, la transition peut avoir deux sens. N'est pas seul. La transition peut avoir deux sens. Quand il s'agit de passer d'un régime à l'autre, ça ne veut pas dire que la transition va durer, mais il faudra bien à un moment parler avec quelqu'un. Et Donald Trump, il a bel et bien l'intention de trouver une formule qui lui permette d'éviter le chaos et la guerre civile, parce que ça, ce serait très mauvais pour son opinion publique. Il nous reste 6 minutes pour évoquer ça. Je pense que Donald Trump, il a quand même un minimum de connaissances politiques pour savoir qu'il ne peut pas mettre en place quelqu'un qui est dépourvu de toutes sortes de légitimité. Larijani n'est pas seul. Il a 4 frères avec qui il a toujours été au pouvoir. Les 4 frères qui ont des mains dans le sang jusqu'au coude. Et là, ils ont vraiment détesté du peuple. Donald Trump, il sait qu'il ne peut pas compter sur les gens. Est-ce que Larijani est susceptible, capable, pour sauver le régime, de renoncer, parce qu'on sait quelles sont les demandes, c'est renoncer au nucléaire et renoncer à une partie du balistique. Est-ce que pour se sauver lui-même, pour sauver le régime et à la perspective de diriger un pays de 80 millions d'habitants, ce monsieur est capable d'y renoncer? Honnêtement, je pense que le régime n'est pas sauvable. C'est fini, terminé. Oui, mais le mode de raisonnement du président Trump est différent. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait que son idéologie à lui, c'est son ego et les affaires qu'il peut faire. Donc, si vous voulez, s'il trouve quelqu'un qui peut gérer les affaires, en tout cas ne fût-ce que durant un temps, eh bien, ses préoccupations en matière de droits de l'homme ne sont pas très élevées. C'est pour ça que ma question était, est-ce que vous pensez que ce Larijani, parce qu'il y a quand même un préalable... La réponse est oui. Il est capable de renoncer à la bombe et au balistique pour sauver le régime. En tout cas, pour un temps, parce qu'on sait que souvent ce régime a montré qu'il prenait des engagements qu'il ne respectait pas forcément. Donc, si vous voulez, il peut très bien accepter un certain nombre de choses en gardant des arrière-pensées. Ça ne sera pas la première fois qu'on les dit. Le fait est que Donald Trump n'est pas le seul à décider. Il y a aussi des Israéliens. Et les Israéliens, s'il y a quelqu'un qui connaît ce que c'est la nature de ce régime, ce sont les Israéliens. Ils ne font pas confiance à personne dans ce régime. Oui, mais ils dépendent totalement des Américains. Général, les Israéliens peuvent-ils continuer la guerre tout seuls? Si Trump dit, moi, ce Larijani me va très bien, il renonce à l'arme atomique, on a la garantie que l'Iran n'aura pas la bombe pendant un certain temps, donc j'arrête, en plus confronté à des difficultés politiques, j'arrête, tout le monde rentre à la maison, les Israéliens peuvent-ils continuer tout seuls? Je ne pense pas que la situation se présentera comme vous l'avez décrite. Donc, ce n'est pas là-dessus que je vais me prononcer. Non, les Israéliens, autant la guerre des 12 jours du mois de juin était une guerre qui était vraiment israélo-américaine. L'ensemble des opérations étaient menées par les Israéliens. Les Américains ne sont intervenus qu'à la toute fin avec des moyens très particuliers dont ne disposaient pas les Israéliens. Vraiment pour parachever, si vous voulez, l'œuvre avec des moyens très particuliers. Là, c'est tout à fait différent. C'est une guerre américano-israélienne et il me semble que, pour l'instant, on n'a pas observé de distinguo d'appréciation
entre ces deux grandes nations. Non, mais là, il peut effectivement y en avoir un. Sur les Américains qui transigent, comme l'a dit monsieur l'ambassadeur, les Américains qui transigent parce qu'il y a une solution intermédiaire qui convient à l'ego de Donald Trump, qui ne conviendra pas à Netanyahou. Mais sur ce sujet, qui est un sujet existentiel pour Israël, je crois que nous avons du mal à percevoir à quel point c'est un sujet absolument fondamental pour Israël. Ouais, d'où ma question. Le devenir de l'Iran est un sujet fondamental et on pourrait observer à la faveur de ce qui va s'ouvrir dans cette troisième phase du conflit, c'est-à-dire une solution politique qui puisse être acceptable par les uns et par les autres, on pourrait observer, c'est pas du tout ce que je souhaite, mais on pourrait observer évidemment une fracture très importante entre Israël et les États-Unis, parce que pour Israël, c'est existentiel. Et lorsque les choses sont existentielles, on ne transige sur rien. Donc il pourrait y avoir cette différence. Il nous reste 3 minutes. On ne parle plus tellement de chute du régime. On en parlait il y a 4-5 jours, on ne parle plus du chute du régime. Je me souviens que le régime de Bachar al-Assad était tout puissant, maîtrisait la Syrie, c'était le maître absolu de la Syrie, et il s'était effondré en 3 jours. Alors d'accord, il y avait cette milice islamique, il y avait des forces coalisées à l'intérieur qu'il n'y a pas, mais ce scénario puisque militairement ça a l'air très compromis, ce scénario d'une chute pure et simple du régime, en dépit de la force des Bassidji, ça vous paraît crédible ou pas ? À condition qu'il y ait un coup de boutoir terrestre. C'est ce qui s'est passé en Syrie. Ça a été le résultat d'une offensive militaire terrestre dont on sait par ailleurs qu'elle était alimentée, organisée, encadrée très largement par la Turquie. Donc s'il y a un dispositif de ce type qui se met en place, peut-être à 2 différences près quand même, l'Iran est un grand pays, la population est beaucoup plus importante et le régime de Bachar el-Assad était un régime éprouvé par énormément d'années de guerre. Le régime iranien a été éprouvé par des décennies de sanctions, mais il a prouvé qu'il était solide. Et alors il y a une personnalité dont on n'a pas parlé, je la rajoute, c'est le président Pechmézian, qui n'est pas dans l'organigramme en haut. Il fait quand même partie des 3 personnes supposées gérer cette transition. Il avait, avant d'être impliqué, dans la répression, plutôt une image, disons, pas positive, mais en tout cas une image acceptable, mais son implication dans la répression l'a rendu absolument tout à fait hors de question pour l'opposition iranienne. Manaz Shirali, la chute pure et simple du régime, je suppose que vous la souhaitez. Est-ce que vous la croyez possible ? Moi, j'ai toujours dit, ce régime tient à son guide suprême et le jour où le guide tombe, le régime tombe. Pour moi, le régime est déjà tombé. Et là, vous admettez que cet avis n'est pas partagé par tout le monde. De toute façon, ce que nous voyons, ce sont les dernières tentatives d'un cadavre qui est déjà par terre. Et comme le colonel vient de le dire, on lui donne... Général, pardonnez-moi. Vous le dégradez. Pardonnez-moi. Alors, on ne donne pas beaucoup de jours à ce régime. Merci à tous d'avoir participé à cette émission.